Cette femme s'appelle Edwige Alessandri. Depuis 8 ans, elle est soupçonnée d'avoir assassiné son mari. Je suis accusée d'avoir pris la vie de l'homme que j'aimais et que j'aime toujours, c'est le problème. Mais voilà, quoi, je veux dire, on ne pouvait pas m'accuser du pire qui puisse être, c'est prendre la vie de quelqu'un. Et ça, c'est pas vrai. Dans la nuit du 16 juillet 2000, Richard Alessandri est tué d'un coup de chevrotine dans son lit, pendant son sommeil. Edwige dit avoir été réveillée par le coup de fusil et assure avoir vu un homme sortir de la pièce. Mais très vite, les enquêteurs la soupçonnent d'avoir tué son mari. D'être accusée, ça n'a pas de valeur parce que je ne l'ai pas fait. Je veux dire, je ne suis pas... C'est comme ça que je vis, c'est difficile à expliquer. Et puis, ce que je vis, j'en fais cadeau à Richard. Je lui donne. Alors, qui a tué Richard? Sa femme ou des rôdeurs, comme elle le prétend? Et pourquoi a-t-il été tué? Retour sur une tragédie. Un luxueux mât en Provence, nous sommes à Pernes-les-Fontaines, près de Carpentras, dans le Vaucluse. C'est ici que vit la famille Alessandri. Richard rencontre Edwige en 1982 sur les bancs de l'université d'Aix-en-Provence. La jeune femme vient d'avoir un enfant, Johan, d'un précédent mariage. Mais c'est le coup de foudre. Elle divorce pour Richard. Ensemble, ils ont un deuxième enfant. Edwige est éblouie par l'ambition de Richard. C'était un meneur et moi j'étais ravie, je veux dire heureuse d'être avec quelqu'un qui me tirait, oui, même si c'est pas un mot très très joli, mais c'est vrai, j'étais ravie d'être heureuse d'être avec quelqu'un qui menait, parce que j'aimais ça, j'aimais ça. C'était extraordinaire, j'ai vécu des années extraordinaires, extraordinaires. Richard est un entrepreneur connu dans la région. Propriétaire du supermarché de Pernes-les-Fontaines, c'est un homme d'affaires avisé. Tout ce que entreprenait Richard, c'était réussite, 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 quoi. Il avait le sens des affaires. C'était un fonceur, un fonceur, un fonceur, quoi. Il a gagné un argent fou en 5 ans de Pernes-les-Fontaines. C'était quelqu'un de très rigoureux, de très très sérieux, et surtout très rigoureux dans le travail, en fait. Donc c'était un meneur d'hommes hors pair, exceptionnel, parce qu'il finalement il avait 40 personnes à son service, et tout ça, il gérait son affaire vraiment pour que ça marche, pour la réussite, quoi. La réussite de Richard est aussi celle de sa femme, Edwige. Le couple est uni dans les affaires. Au niveau travail, c'était une bosseuse, hein. Mais elle voulait réussir, hein, depuis le début. D'ailleurs, si elle a quitté son mari, le père de son fils, c'est qu'elle a rencontré Richard et qu'elle savait qu'avec Richard, c'était pas la peine d'aimer Richard, mais on allait réussir. C'est une réussite, mais leurs parts dans cette affaire sont inégales. 70% pour Richard, 30% pour Edwige. C'est à cette époque que des tensions apparaissent dans le couple. Autre motif de querelle, Johan, le fils d'Edwige, est en conflit avec son beau-père. Edwige prend toujours sa défense. Il y avait des moments en tout cas de violence verbale, certainement, de bouteilles projetées contre les murs. Elle lui a renversé le taboulet sur la tête, nous avait dit Brice. Elle lui a renversé également un plat de pâtes sur la tête, donc elle était capable physiquement d'avoir des actes assez violents à l'encontre de mon frère. Les gens ont considéré ça comme des engueulades, d'accord, ok, je dis oui, mais nous, c'était notre manière de vivre, et si vous voulez, ce qui peut paraître aux yeux de certains des engueulades, ou pour nous c'était des, je sais pas, comment dire ça, c'était des mises au point sur le travail, sur l'éducation des enfants, des choses comme ça, mais ça n'a jamais porté préjudice à notre vie de couple, quoi. Je veux dire, on est toujours allé de l'avant. On avait des tas de projets, on allait agrandir le magasin. Je veux dire, on n'aurait pas fait tout ce chemin s'il n'y avait pas eu d'amour entre nous. Enfin, je me dis, on ne serait pas arrivé là, quoi. Dimanche 16 juillet 2000, il est près de minuit, un coup de fusil retentit dans le mât où dorment le couple et les 2 enfants. À minuit 5, Edwige appelle les secours. Elle dit avoir vu un homme s'enfuir. C'est la venue d'agresseurs extérieurs qui seraient à ce moment-là venus et dans le hold-up qui aurait mal tourné. C'est celle que Madame Alessandri a toujours soutenue. C'est celle que son fils, que je représente, a toujours soutenue aussi. Que s'est-il passé le soir du drame?
Aux enquêteurs, Edwige explique s'être couchée auprès de son mari vers 23 h. Dans son sommeil, un coup de feu retentit. Elle entend une voix dire « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Puis elle déclare avoir vu un homme prendre la fuite. Richard gît dans son sang, mort sur le coup. Le lendemain matin, Edwige appelle sa belle-mère. Elle me dit voilà, cette nuit on a tué Richard et puis ce sont sûrement des gitans. Alors moi qui lui dis mon Dieu, des gitans. Eh bien alors, ils sont insaisissables ces gars-là, je lui dis. Si ça se trouve, ils sont déjà en Espagne et ils ont jeté l'arme dans la Sorgue. Mais un détail trouble Roselyne. Edwige affirme que son mari est mort à ses côtés dans le lit. La mère de Richard n'y croit pas. On a su que le couple c'était terminé, quoi. Ils faisaient chambre à part, c'était fini. C'était fini et Richard faisait des allusions au divorce. Pourtant, ce soir-là, selon Edwige, ils auraient dormi ensemble, ils auraient même fait l'amour. Mais un autre élément trouble les enquêteurs. Le cadavre de Richard a été déplacé sur le côté du lit pour faire croire qu'il ne dormait pas seul. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus fort. Pour quelle raison a-t-on éprouvé le besoin de bouger et de manipuler ce corps? La seule explication rationnelle, c'est qu'on a voulu faire croire que Madame Alessandri se trouvait, comme elle l'indiquait dans ses dépositions, à côté de son mari elle-même en chien de fusil et que les corps s'enlaçaient dans un geste amoureux. Et cette explication n'est pas crédible et en tout cas, elle se heurte à la réalité. Les enquêteurs tentent également de reconstituer le parcours des éventuels tueurs. Edwige leur désigne une fenêtre entrouverte dans la cuisine. Des pots de fleurs ont été déplacés, selon elle, c'est par là que les tueurs sont entrés. Quelle ne fut leur surprise de constater que les pots de fleurs qui se trouvaient notamment sur la fenêtre à l'extérieur avaient été minutieusement enlevés et que les traces de ces pots de fleurs laissés sur le rebord étaient toujours des traces qui apparaissaient sans l'ombre d'une difficulté, il n'y avait pas eu de passage, il n'y avait aucun élément démontrant que l'on était passé par cet endroit-là. Edwige leur montre également des traces de terre et des pétales de fleurs sur l'escalier qui mène aux chambres. Un détail qui intrigue les enquêteurs. On s'est rendu compte enfin que ces pétales qui étaient censés avoir été transportés par des chaussures étaient intacts, qu'ils n'étaient pas écrasés, ce qui laissait à penser qu'il y avait eu, à ce niveau-là, une mise en scène. Mise en scène, Edwige devient alors le suspect numéro 1. Au bout de 4 mois d'enquête, les gendarmes viennent Thomas. Ils veulent voir Edwige. Quand je les ai vus arriver dans la maison, ma première réaction, ça a été de leur dire « ça y est, vous avez trouvé l'assassin de mon mari ». Et ils m'ont dit « non, c'est vous ». Et là où je leur ai dit « mais comment vous en êtes arrivé là ?» Et ça a été interprété « mais comment vous avez réussi à trouver ?» Alors que moi, c'était « mais comment vous avez fait pour me soupçonner moi, puisque j'ai rien fait, quoi, voilà. » Donc voilà, c'est parti de là. Ça a été la pire des phrases, je crois, qu'il aurait pas fait que je dise. Elle va le prendre sur un tel ton, si je puis m'exprimer ainsi, au début de cette enquête, qu'elle va en quelque sorte mettre au défi les enquêteurs de démontrer sa culpabilité. Alors que pour elle, le seul défi qu'elle voulait leur lancer, c'était de trouver les agresseurs de son mari. Ils vont, à mon avis, le comprendre comme un défi « vous ne m'aurez jamais ». Et ça, il ne faut jamais dire ça à un policier ou à un magistrat instructeur parce que c'est déjà un comportement assez anormal. Le 28 novembre, 4 mois après la mort de Richard, Edwige et ses 2 fils sont placés en garde à vue. Mais pour le moment, les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible. Ils sont dans une situation où ils n'ont rien. Rien du tout. Et j'allais presque dire, ils n'ont aucune preuve matérielle. D'ailleurs, il n'y aura aucune preuve matérielle au procès. Aucune preuve matérielle. Et à ce moment-là, je crois qu'ils décident, en relation avec le juge d'instruction, en relation avec le parquet, dans les conditions normales d'une enquête, ils décident tout simplement d'abattre la dernière carte, c'est-à-dire la garde à vue. Au bout de 41 heures de garde à vue, Johan, le fils aîné, va craquer et accuser sa mère du meurtre de Richard.
Il raconte comment sa mère va lui demander de modifier la scène du crime afin de faire croire à un cambriolage qui tourne mal. Il fait des aveux précis qui sont invérifiables. Le premier, c'est de dire, bon, j'ai pris l'arme, je suis allé la cacher dans une haie d'aubépine. Mais l'arme ne sera jamais retrouvée. À la suite des aveux de son fils, Edwige Alessandri est emprisonnée. Sa première réaction, c'est d'entrer en contact avec lui, qui vient pourtant de la dénoncer. La première chose que j'ai fait, j'ai demandé du papier, j'ai pris un petit bout de papier, un petit bout de crayon à une fille et j'ai écrit à mon fils en lui disant que je savais ce que c'était une garde à vue, je savais combien il était difficile, même moi, je veux dire, avec mes 40 ans, mon intelligence, je sais pas, tout ce qu'on m'a reproché, j'avais eu un mal de chien à supporter ça. Quelque part, j'étais très contente de sortir de leurs griffes. Alors je me dis, un gamin qui connaissait rien, là, je dis, sans avocat. Sans avocat. Ouais. Laissé en liberté, Johan se rétracte. Il affirme avoir parlé sous la pression des gendarmes. Edwige, elle, affirme que la piste des rôdeurs n'a jamais été exploitée jusqu'au bout. Et elle continue à clamer son innocence. Il n'y a aucun élément de culpabilité objectif qui permette d'incriminer de manière certaine cette personne. Aucun. Rien qui permettent de dire autre chose qu'elle était dans la pièce quand le coup de feu a été tiré. Oui, elle n'a jamais dit le contraire. Mais la famille de Richard continue de soupçonner Edwige. Son mobile, l'argent et le pouvoir. D'ailleurs, dès le lendemain du drame, Edwige reprend les affaires en main. Edwige m'a présenté un papier et c'est pareil, je ne voulais pas le signer ce papier. Je le sentais pas, je ne savais pas de quoi il s'agissait, pourquoi on me précipitait, qu'est-ce que ça voulait dire, mais je ne sais pas, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire moi, pourquoi je m'y opposerai, je suis quoi là-dedans, je n'avais pas de soupçon particulier non plus concernant Edwige. Donc j'ai vu que c'était, on l'a nommé président du conseil d'administration en fait. Une fois que le papier était signé, une fois qu'elle a pris possession un petit peu de son, de son bureau, etc. Puis et c'est là qu'elle a dit, elle ne me l'a pas dit à moi en particulier, elle a dit c'est moi le patron, c'est moi le patron. Eh bien c'est moi le patron maintenant. Vous voyez à quel point cette phrase, suivant la manière dont elle est prononcée et dont elle est redonnée aux autres, peut être soit le constat d'une femme qui dit ben, « maintenant je suis seule, eh bien il n'y a plus personne derrière moi et c'est à moi de relever la tête », ou quelqu'un qui fait « enfin, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais ». Elle a dû se dire bah, « le chagrin, on y pensera après ». Mais le chagrin, il n'est jamais venu. On n'a jamais vu une tristesse, on n'a jamais vu un regret, on n'a jamais... Rien. Avec une idée, j'ai réussi, quoi. Elle ne nous le disait pas, mais pour elle, il y avait la puissance et l'argent. Edwige se défend de ces accusations. Ses amis ont créé un comité de soutien. J'étais, je peux dire, la coupable idéale, quoi. Oui, jeune, belle, riche, c'est bien. Quelque sorte aussi, en désespoir de cause, après 6 mois de recherche, on ne trouve rien. Bah tiens, à propos, c'est forcément... Mais je crois que dès le départ, c'est même pas après 6 mois, je crois que dès le départ, quand j'ai vu après, parce que j'ai pas lu les journaux quand c'est arrivé, j'avais d'autres... Enfin, j'étais pas capable, et quand j'ai vu que dès le lendemain, je me suis dit, c'est moi. Edwige fait 21 mois de détention préventive avant d'être libérée. L'instruction dure 5 ans, mais n'apporte aucune certitude. En janvier 2005, un premier procès s'ouvre à Avignon. C'est hyper difficile, on est mort de trouille, on est sous le regard de 12 jurés, on ne sait pas ce qu'ils pensent de vous. Vous savez, on me reproche de pleurer ou de ne pas pleurer, on vous reproche de sourire ou de ne pas sourire. On m'a reproché d'avoir un pull bleu délavé. Donc vous voyez le genre de reproche qu'on peut vous faire. Et ça a pesé dans les articles de journaux. Madame Alessandri avec son éternel pull bleu. Attendez. Là, c'est ce qui s'appelle être sur la sellette, quoi. On vous des pieds à la tête. Edwige, soutenue par ses enfants, est condamnée à 12 ans de prison. Peine confirmée 1 an plus tard en appel. Mais la Cour de cassation décide le 12 novembre 2007 d'annuler le verdict pour vice de procédure. Un gendarme a en effet témoigné muni d'un mémoire relié. Or, seules les feuilles volantes sont acceptées à la barre.
Aujourd'hui, dans chaque camp, on se prépare pour le 3e et dernier procès. Ça nous entraîne tous dans un mauvais roman. Voilà, ça nous oblige à continuer un combat qui aurait dû s'arrêter, quoi. Avec Loïc, on ne se dérobera jamais. Je serai au bout, toujours, parce que on veut arriver au bout, quoi. Il n'y a pas de raison qu'elle s'en sorte comme ça. Elle peut s'inquiéter quand même, hein, je crois. Elle peut s'inquiéter. Coupable ou innocente? Edwige, en tout cas, attend beaucoup, elle aussi, de ce dernier acte judiciaire. On avait tous une vie. Quand je dis tous, c'est... je parle de ma famille, je parle de la famille de Richard. On avait tous une vie, ça s'est arrêté là. Puis on est reparti en parallèle. Et j'espère qu'un jour, ça reviendra comme ça. J'en ai rêvé qu'un jour, on puisse se pardonner. C'est un rêve que je fais souvent. C'est vrai. C'est vrai, je le fais. Je me dis qu'un jour, on y arrivera. Je pense qu'on y arrivera. Ouais, je pense qu'on y arrivera.